Bonjour à tous qui êtes là dans cette salle et qui êtes également sur Internet. Alors j'avais un petit message très rapide avant de lancer cette première thématique qui est riche. Alors tout d'abord, remercier Argos et la Fondation Fondamentale parce que c'est une journée unique dans le paysage, à savoir cette co-construction de la journée à la fois avec les usagers et les professionnels de santé. Et ce qui rend une journée avec des thématiques aussi riches qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique. Remercier aussi les bénévoles et les donateurs, sans qui cette journée serait impossible à mener. Remercier aussi le soutien de la Cité des sciences et de la santé, l'œuvre Falleret, le Labex Biopsy, qui sont soutenants et qui permettent également cette journée. Cette journée est importante pour évidemment les patients et leurs familles, parce que ça permet de mieux informer. On sait qu'une meilleure information permet d'améliorer le pronostic de la maladie et d'améliorer la qualité de vie des gens qui en souffrent, mais aussi de manière plus large la population générale, parce que, comme l'a rappelé le professeur Le Boyer, on a besoin de changer les représentations qui sont associées à cette maladie. On a besoin aussi d'améliorer le soin, et vous voyez qu'il y a des initiatives de soins qui apparaissent, comme l'Institut fondamental, comme Territoire bipolaire, qui sont des initiatives de soins à soutenir parce que utiles. Et enfin, aussi soutenir les efforts en recherche. Et il y a encore beaucoup trop d'inconnus dans ces maladies qui sont des maladies complexes. Voilà. Donc sans attendre, je vais donner la parole à nos orateurs et donner la parole au docteur Marc Masson, qui est le directeur médical de la clinique de Garches, qui est également rédacteur en chef de la plus grande revue française de psychiatrie, qui est l'Encéphale, et qui a à son actif plusieurs dizaines de publications scientifiques internationales sur le trouble bipolaire, et notamment un livre que vous pouvez retrouver, un Que sais-je sur les troubles bipolaires. Voilà, c'est à toi, Marc. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation un peu trop élogieuse, mais surtout merci à Annie Labbé, à Argos et puis à Marion Le Boyer et toute l'équipe de Fondamental pour l'organisation pour la 3e année consécutive de cette journée mondiale des troubles bipolaires. Je crois qu'effectivement c'est une initiative internationale qui a été relayée en France pour, je crois, donner un nouvel espoir et un élan à la fois dans la recherche, dans l'information, dans la déstigmatisation autour de cette maladie qu'on appelle les troubles bipolaires aujourd'hui. Et donc la thématique qui m'a été demandée de traiter, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas, j'y vais. Pendant que tu vas là-bas, je vais rappeler à mes orateurs que je serai vigilant sur le temps, à savoir que l'intervention dure 15 minutes et à la fin des 3 interventions, on aura un échange de 15 minutes où on pourra échanger autour des questions que vous avez et que vous adresserez aux orateurs. Dernière petite précision, le professeur Chantal Henry s'excuse de ne pouvoir être là. Elle le regrette et il y a eu un empêchement de toute dernière minute. Et Marc Masson va pouvoir évoquer rapidement cette problématique de la réactivité émotionnelle. Voilà. Merci Pierre. Là, je crois que je suis à la bonne place, c'est bon. Donc effectivement, le thème qu'on a demandé de traiter aujourd'hui est celui des symptômes résiduels. Je trouve que c'est un thème justement qui est bien à l'intersection entre justement les préoccupations du sujet, hein, du patient qui souffre de cette maladie, et puis de ses soignants, de l'équipe médicale et psychologique qui l'entoure. Et on va voir pourquoi. Comme titre, j'ai voulu donner le mal-être oublié, parce que c'est la question de ces symptômes résiduels, en tout cas du côté des soignants, a jusqu'à, je dirais, une grosse dizaine d'années, été laissé un petit peu de côté, alors que je pense que du côté des patients, c'était vraiment une réalité qui altère la qualité de vie, qui, on le sait aujourd'hui, augmente le risque de rechute, et pour lesquels, effectivement, aujourd'hui, maintenant, non seulement des travaux de recherche ont été consacrés pour mieux les identifier, et puis, on en dira un petit mot à la fin, des stratégies thérapeutiques pour y remédier. Donc, les déclarations d'intérêt, je passe. Alors,
Cette maladie bipolaire, bon, je veux dire, nous la connaissons tous, de l'intérieur ou de l'extérieur. Elle se caractérise justement par sa cyclicité, c'est un des grands aspects, hein, donc des épisodes soit d'excitation et importante, modérée, ou de dépression, et ce de manière complètement aléatoire. Mais cette cyclicité, alors entre les épisodes, on appelle ça les intervalles libres, hein, les intervalles libres de crise, mais pour autant, ces intervalles ne sont pas libres de symptômes. Et c'est précisément dans ces espaces-temps, qui peuvent être de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, que les symptômes résiduels vont être présents. Moi, je prends souvent cette image du grain de sable dans les rouages, c'est-à-dire que bien, quand on a passé une crise, qu'elle soit maniaque, hypomaniaque ou dépressive, petit à petit, on va reprendre sa vie quotidienne, son travail, sa vie sociale, et pourtant, on va sentir qu'on n'est pas encore tout à fait dans son niveau de fonctionnement optimal. On ressent ce que j'ai appelé tout à l'heure ce mal-être, cette qualité de vie qui est un peu altérée, et dans plusieurs domaines de notre psychologie, de notre ressenti intérieur. Alors, les symptômes résiduels, donc je vous ai mis les mots en anglais, ils vont toucher différentes sphères, je dirais. Et ils peuvent être soit rapportés à la crise, à l'épisode que l'on vient de traverser. Alors classiquement, on disait que c'était les épisodes maniaques qui laissaient le plus, je dirais, de résidus comme cela, notamment sur toute la sphère cognitive, de la mémoire, de l'attention, de la concentration, mais aussi, on le sait mieux aujourd'hui, les épisodes dépressifs. Alors, ensuite, depuis l'apparition des traitements, on a aussi pu invoquer, je dirais, le rôle de certains médicaments, voire des traitements par stimulation comme les ECT, justement sur l'atteinte cognitive, l'atteinte sur la mémoire. Pour les médicaments, vous savez par exemple que les benzodiazépines, ces anxiolytiques dont on fait parfois un faux procès, mais qui peuvent être, je dirais, responsables effectivement d'effets indésirables qui vont toucher la mémoire, l'attention, la concentration. Et donc, on peut donc avoir des symptômes résiduels qui vont toucher, je l'ai dit, la sphère cognitive, et c'est ce qui va le plus, je pense, nous gêner dans la reprise du travail. Alors que quand on est médecin, on dit bon ben voilà, ça y est, maintenant vous n'avez plus de symptômes aigus. Je veux dire, on a fait le job, on est content. Et puis vous, du côté des patients, bah oui, d'accord, docteur, mais j'arrive pas à traiter mes mails, ou quand je suis dans mon ordinateur, au bout de 20 minutes, je fatigue. Et tout simplement, si j'essaie de lire le journal, j'arrive même pas à finir l'article, je me souviens même pas de ce que j'ai lu. Voilà. Donc vous voyez, je parle de grains de sable dans les rouages. On sent bien que même si on n'est plus en crise, eh bien, on ne fonctionne pas comme on devrait fonctionner. Donc ça, c'est toute la sphère cognitive. Alors, les symptômes résiduels de l'épisode lui-même, hein, donc là, les symptômes affectifs, qui peuvent être des résidus dépressifs, c'est-à-dire que certes, on n'a plus un épisode dépressif caractérisé, mais on se sent encore un peu ralenti, on sent qu'on a une humeur qui reste fragile, labile. Et tout à l'heure, Pierre disait, voilà, il faut parler de la réactivité émotionnelle parce que le professeur Henry a eu un empêchement. C'est clair que la réactivité émotionnelle, on le sait bien aujourd'hui, c'est le cœur de la maladie. Et ce, avant même probablement le début de la maladie. Entre les crises, également, cette réactivité émotionnelle, vous la ressentez. Vous la ressentez, et quand on connaît bien son patient, on arrive à l'apercevoir, même quand l'état d'humeur, je dirais, est bien stabilisé. C'est-à-dire que la réactivité à certains stimuli, certains événements stressants ou certains événements heureux, comme par exemple tomber amoureux, ça va provoquer une réaction. Alors certes, on se sent toujours bien quand on est amoureux, mais moi j'ai une patiente récemment là, qui a fait un épisode hypomaniaque suite à une rencontre amoureuse. Et donc, un stimulus qui soit positif ou négatif, eh bien, peut réactiver la maladie. Donc, cette réactivité émotionnelle, c'est toujours ce sable meuble sur lequel on marche plus ou moins prudemment. Et puis, une autre sphère qui intéresse beaucoup Pierre, qui est celle des troubles du sommeil et des troubles des rythmes circadiens. Alors, c'est vrai que, certes, la maladie bipolaire est une maladie qui touche la sphère affective, mais elle touche aussi très intimement tous nos rythmes biologiques, et particulièrement le rythme veille-sommeil.
Et alors ça, il y a beaucoup de patients qui vont, même, je dirais, des années après la stabilisation, vont garder de temps en temps des troubles du sommeil qui vont se réactiver à la faveur soit d'un changement de saison, soit d'un changement de pays avec jet lag ou d'un stress. Et donc là, il faudra toujours avoir une stratégie thérapeutique très, très rapide pour enrayer ces troubles du sommeil que l'on peut considérer effectivement comme des symptômes résiduels. Alors non pas de l'épisode en tant que tel, mais comme un résidu de la maladie bipolaire elle-même. Alors, les symptômes résiduels thymiques, vous voyez que au fond, les symptômes dépressifs, les résidus dépressifs sont ceux qui sont les plus nombreux. Vous voyez, à peu près 30% dans le trouble bipolaire de type 1 et dans le trouble bipolaire de type 2 où prédominent les phases dépressives, on n'est pas surpris de savoir qu'il y en a un peu plus. À peu près un patient sur deux qui souffre d'un trouble bipolaire de type 2 va présenter des symptômes résiduels de type dépressif. Mais aussi, on peut avoir des symptômes maniaques ou mixtes, plutôt du côté du trouble bipolaire de type 1, bien sûr. Alors, les troubles cognitifs, hein, on en a parlé. Alors, ils seraient même présents, ces signes cognitifs, ces petits déficits cognitifs, avant même que débute la maladie. Aujourd'hui, notamment aux États-Unis, mais je pense qu'avec l'équipe de Fondamental, on aura bientôt des résultats de ce genre. Quand on suit des enfants de parents bipolaires, eh bien, en essayant de pouvoir comme ça dépister au plus tôt le début éventuel de la maladie, on se rend compte qu'ils ont des signes, des petits déficits cognitifs de mémoire, d'attention et de concentration très tôt, avant même le déclenchement de la maladie. D'autre part, ces symptômes cognitifs vont être présents de manière plus prononcée dès le premier épisode, hein, dès après le premier épisode. Donc en fait, c'est très précoce, d'où l'importance de la prise en charge sur le plan des thérapies. Et là, je pense surtout à la remédiation cognitive, dont je pense on vous parlera pendant ces journées. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous disais que ça fait une grosse dizaine d'années, 10-15 ans qu'on s'intéresse à ces symptômes résiduels, notamment cognitifs. Et vous voyez, on a pu même réaliser ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire, je dirais, une synthèse en quelque sorte statistique des différentes études qui ont été faites et qui viennent confirmer bien, que non seulement les patients qui ont présenté des phases dépressives, mais aussi maniaques, ont des troubles cognitifs sur l'attention, les apprentissages, la mémoire verbale et les fonctions exécutives. Alors, est-ce que ces troubles cognitifs persistent pendant ce qu'on appelle l'intervalle libre? Alors, on a vu que ce n'était pas vraiment pertinent comme appellation parce qu'il n'est pas si libre que ça, cet intervalle. Eh bien, oui, hein, il persiste, vous voyez, au moins pendant 6 semaines. Euh, et bon, là, il y a une étude qui vous précise que, vous voyez, près de 60% de patients bipolaires 1 ou bipolaires 2 présentent des symptômes cognitifs, des petits déficits cognitifs après l'épisode, pendant cet intervalle libre. Alors, bon, en gros, il toucherait plutôt les patients qui souffrent d'un trouble bipolaire de type 1, parce que classiquement, comme je disais en introduction, l'épisode maniaque est un plus gros pourvoyeur de symptômes cognitifs, mais on le retrouve aussi dans le trouble bipolaire de type 2. Alors, je ne reviens pas non plus là-dessus, ces symptômes cognitifs vraiment altèrent la qualité de vie, altèrent la compliance au traitement, sont des signes aussi avant-coureurs d'une possible rechute, notamment les symptômes dépressifs résiduels. Quand il y a eu des symptômes psychotiques pendant l'épisode, qu'ils soient dépressifs ou maniaques, eh bien, le risque d'avoir des troubles cognitifs secondaires pendant l'intervalle est plus important. Alors, les troubles du sommeil, on en a dit déjà un petit mot. Alors, vous voyez, selon les études, 15 à 83%, alors ça veut tout dire et rien dire. Enfin, en gros, on peut dire que quasiment tout sujet qui souffre d'un trouble bipolaire peut présenter des anomalies du rythme veille-sommeil, et notamment dans les circonstances que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire changement de rythme dans les horaires de travail, voyage, stress, changement dans l'organisation de l'environnement. Voilà. Toutes ces situations à risque doivent être anticipées. Moi, je dis souvent, même quand on prépare un voyage où il y a un grand jet lag, on prévoit sur le plan médicamenteux, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de la mélatonine, on va prendre un inducteur de sommeil, on va se mettre tout de suite à l'heure du pays dans lequel on arrive, dès l'avion. Enfin, on prépare le voyage. Là, récemment, j'ai un patient, malheureusement, qui ne m'avait pas prévenu d'un voyage. Il partait aux Antilles. Il m'a appelé là-bas parce qu'il était en phase d'hypomanie. On n'avait pas préparé
éclairait justement ensemble la question de ce jet lag, et ça a évidemment provoqué une perturbation de ce rythme veille-sommeil et une résurgence de symptômes hypomaniaques. Et donc, voilà, donc ce sont des symptômes sur lesquels vraiment il faut se focaliser. Alors, la dysrégulation émotionnelle, l'hyperréactivité émotionnelle, vous voyez, ça, ce sont une étude qui a été donc réalisée par Katia Mberlardia de Bordeaux, en coordination avec Chantal Henry, hein, qui montre, si vous voulez, que lorsqu'on provoque une émotion chez un patient qui souffre d'un trouble bipolaire, quand il est en crise maniaque, eh bien, sa réaction va être beaucoup plus importante qu'en phase de thymie, c'est-à-dire en phase de stabilisation, hein, de son trouble bipolaire. Et même en phase de stabilisation, on a une réaction émotionnelle quand on souffre d'un trouble bipolaire qui est plus importante qu'un sujet en population générale. Donc ça se corrèle bien avec des études d'imagerie dont peut-être parlera Jocelyn Ouenou tout à l'heure, et que cette hyperréactivité émotionnelle, même entre les épisodes, eh bien, on la voit à l'imagerie dans des régions qui produisent et qui régulent les émotions. Donc c'est vraiment un marqueur très important, et c'est vraiment le cœur probablement de la maladie bipolaire. Alors, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps de parole, Pierre. Il me reste 2 minutes. Bon, alors, tout ça pour vous dire que les stratégies thérapeutiques aujourd'hui se développent pour prendre en charge ces symptômes résiduels. Essentiellement, il s'agit d'ailleurs d'approches non médicamenteuses, même si, comme je vous le disais, il faut prendre en compte les effets indésirables de certains médicaments dans la survenue de ces symptômes résiduels. Il faut aussi prendre en compte certaines stratégies médicamenteuses concernant les troubles du sommeil que l'on peut présenter dans différentes circonstances, mais essentiellement, ce sont des stratégies non médicamenteuses qui sont en plein développement aujourd'hui. Vous connaissez bien sûr la démarche de psychoéducation, on en parlera tout à l'heure, mais la remédiation cognitive aujourd'hui, avec un programme qui a été développé par nos collègues de Barcelone et qui a été traduit et validé en français par l'équipe de Fondamentale, sur une douzaine de séances, permet de prendre en charge ces symptômes cognitifs résiduels de manière tout à fait efficace. Pour les troubles du rythme veille-sommeil, en complément des stratégies médicamenteuses, il y a également une approche qui combine l'IPSRT, c'est-à-dire la thérapie personnelle centrée sur les rythmes sociaux, et les thérapies cognitives et comportementales. Et pour l'hyperréactivité émotionnelle, je crois que toute l'approche qui a été développée en France par Christophe André sur la pleine conscience, la mindfulness, est une façon pratiquée quotidiennement, encadrée, avec une formation initiale, de mieux gérer ses émotions, de réduire la réactivité au stress. Et je pense que vraiment, en termes de qualité de vie, quand on est en phase de pleine stabilisation, d'intégrer dans sa vie. Alors aujourd'hui, Marion, vous parlez tout à l'heure de toutes les applications sur les smartphones qu'on peut avoir aujourd'hui pour surveiller son trouble bipolaire. Il y a aussi des applications pour pratiquer la pleine conscience au quotidien. Et ça, en termes de gestion émotionnelle et de qualité de vie, je pense que c'est un atout majeur. Et puis, un autre aspect aussi peut-être plus classique, qui est l'affirmation de soi, les thérapies d'affirmation de soi, qui permettent aussi de mieux gérer son relationnel et de mieux gérer les débordements émotionnels peut-être que l'on peut avoir dans les interactions, qu'elles soient professionnelles ou plus personnelles. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie pour votre attention. Alors merci beaucoup Marc, je suis sûr que vous avez plein de questions sur ces symptômes résiduels. Gardez-les pour la séance de questions qui va suivre. Vous voulez un petit mot ou non? Non. Maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter au pupitre le docteur Jocelyn Ouenou, qui est psychiatre et neuroscientifique. Ah, c'est Mathilde. Ils se sont pas mis dans l'ordre aussi, ils m'ont pas facilité la tâche. Alors, mais c'est quand même un plaisir et un honneur d'accueillir Mathilde Carminati, qui est neuropsychologue, qui travaille avec moi à Fernand Vidal, Lariboisière, et que Bruno Étain, qui est également aussi dans cette salle-là, qui travaille donc au Centre expert des troubles bipolaires. Mathilde, qui est également chercheuse et qui est en fin de doctorat de sciences cognitives à Paris Descartes. Voilà, c'est à toi, Mathilde. Pour passer les diapos. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui
une présentation donc, sur le thème de la restauration des fonctions cognitives. Donc on en a un petit peu évoqué avec la présentation du docteur Masson précédemment, de l'intérêt de prendre en charge les difficultés cognitives quand elles sont présentes. Alors très rapidement, une définition assez succincte de ce que sont les fonctions cognitives. C'est en fait un ensemble de processus cérébraux qui nous permettent d'acquérir l'information, de la traiter, de la manipuler, de communiquer et de nous en servir pour agir. Donc, parmi les grandes fonctions cognitives, on retrouve les capacités de perception, d'attention, de mémoire, les fonctions exécutives, qui sont là encore un ensemble de fonctions qui nous permettent de programmer nos actions, donc de planifier, de nous organiser, de nous adapter à l'environnement, d'être flexible. Et puis, parmi les fonctions cognitives, il y a également les fonctions langagières, le langage oral, le langage écrit, et puis la représentation dans le temps et l'espace. Alors pourquoi aborder le thème des fonctions cognitives aujourd'hui? C'est qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de patients présentaient donc des altérations de certaines fonctions cognitives. Alors pendant les phases aiguës de dépression, de manie ou d'hypomanie, on peut retrouver par exemple des difficultés de mémoire, d'attention, un ralentissement psychomoteur en phase de dépression par exemple, et puis en phase d'hypomanie ou de manie, une accélération des pensées, une plus grande distractibilité. Bon, finalement, les troubles cognitifs qu'on observe pendant les phases aiguës font partie aussi de la symptomatologie de l'épisode. Mais on s'est rendu compte que même en période donc, de normothymie, les troubles cognitifs pouvaient persister chez un certain nombre de patients. Alors il y a une variabilité un petit peu dans les études. Les résultats montrent que 30% des patients présentent un déficit sévère et 40 à 60% un déficit cognitif modéré. Pourquoi cette variabilité? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées pour rendre compte de ces différences interindividuelles. L'âge de début de la maladie, le nombre d'épisodes, la récurrence des épisodes, ou encore la consommation de toxiques, alcool, cannabis, etc., ont été avancées comme étant des hypothèses pouvant rendre compte de la variabilité de la sévérité des troubles cognitifs. Toujours est-il que chez l'ensemble des patients qui présentent des difficultés cognitives, les plaintes les plus souvent rapportées concernent 3 grands domaines des fonctions cognitives. La mémoire verbale, notamment des difficultés pour apprendre de nouvelles informations, pour récupérer l'information en mémoire. Les plaintes concernent également l'attention, notamment l'attention soutenue, la capacité à maintenir notre attention sur une période prolongée. Et puis, des difficultés au niveau des fonctions exécutives, et là, notamment au niveau de la planification, de l'organisation, un manque de flexibilité, de cette capacité à passer rapidement d'une tâche à une autre, sont des plaintes qui sont très souvent rapportées. Les troubles cognitifs entraînent un impact, une diminution en fait, du fonctionnement psychosocial des patients dans différents domaines, occupationnel, social, professionnel, familial, et représentent donc un facteur de risque de rechute thymique non négligeable, d'où l'intérêt de les prendre en charge. Alors ici, vous avez un exemple d'impact de troubles cognitifs sur le fonctionnement avec des difficultés d'attention, par exemple. Quand elles sont présentes, elles peuvent entraîner des difficultés de maintien d'attention au cours d'une conversation avec des amis, par exemple, ce qui peut entraîner à terme un isolement social et être un facteur de risque de rechute dépressive. Et on sait que les rechutes sont un facteur de risque de présenter des troubles cognitifs. On pourrait trouver d'autres exemples aussi de difficultés en termes de fonctions exécutives. Par exemple, une difficulté à mener à bien les tâches qui sont confiées au travail peuvent entraîner des difficultés dans la sphère professionnelle, comme un reclassement professionnel, voire dans le pire des cas, un licenciement, ce qui entraîne de nouveau un risque de rechute non négligeable. Donc, on a à notre disposition une approche thérapeutique qui est la remédiation cognitive, qui a pour objectif de diminuer l'impact des troubles cognitifs sur le fonctionnement. Alors, la remédiation cognitive, elle a 2 grands objectifs. Un premier objectif qui est d'améliorer les processus cognitifs, donc d'attention, de mémoire, de fonction exécutive, mais également la métacognition, les connaissances que nous avons sur notre propre fonctionnement cognitif.
et ce, dans un but de durabilité sur le long terme et de généralisation à l'ensemble des activités quotidiennes, professionnelles, etc. Et puis le deuxième objectif de la remédiation cognitive, c'est de diminuer l'impact des troubles cognitifs sur le fonctionnement. Alors il existe différents programmes de remédiation cognitive et différentes manières de faire de la remédiation cognitive. On peut proposer des séances individuelles, comme on peut proposer des groupes. Et puis, il existe des programmes informatisés et puis des programmes plus en papier-crayon pour réentraîner les fonctions cognitives altérées. Quelle que soit l'approche qu'on décide d'utiliser, la remédiation cognitive va s'articuler autour de 2 grands axes. Un premier axe qui est donc de restaurer les fonctions cognitives altérées par le biais d'exercices répétés qui vont permettre de réentraîner les fonctions cognitives. Et puis un deuxième axe qui est la mise en place de stratégies compensatoires qui s'appuient sur les fonctions cognitives qui sont préservées pour compenser, pour pallier les fonctions cognitives qui seraient altérées. Et l'addition de ces 2 démarches permet l'amélioration des fonctions cognitives et puis la diminution de l'impact des troubles cognitifs sur le fonctionnement. Alors, au sein des centres experts des troubles bipolaires en France, nous avons choisi d'adapter un programme de remédiation cognitive et fonctionnelle qui a été initialement conçu par l'équipe du professeur Vieta à Barcelone. Et ce programme a pour objectif donc d'apprendre aux patients à mieux gérer leurs difficultés cognitives, de s'entraîner à l'utilisation de stratégies, de techniques qui permettent de minimiser l'impact des troubles cognitifs sur le fonctionnement. Donc, par exemple, d'utiliser un certain nombre d'aides externes, telles que des agendas, des téléphones, la prise de notes, etc. Dans ce programme, ce qui est intéressant aussi, c'est la part importante laissée à la psychoéducation, c'est-à-dire apporter de l'information, des connaissances sur les troubles cognitifs, le fonctionnement cognitif dans le trouble bipolaire. Et enfin, l'un des objectifs, c'était évidemment d'augmenter l'efficience dans les activités quotidiennes. Alors, grâce à un important travail d'équipe qui a été mené par l'ensemble des neuropsychologues des différents centres experts des troubles bipolaires, nous avons adapté le groupe proposé en Espagne. Et donc, dans sa version actuelle, il est composé de 12 séances hebdomadaires de 2 heures, pendant lesquelles donc, il commence toujours par une partie psychoéducation sur la fonction cognitive, qui est le thème de la séance du jour. Ensuite, on passe à un entraînement des fonctions cognitives par le biais d'exercices qui vont réentraîner la mémoire, l'attention sous différentes modalités auditives, visuelles, etc. Ensuite, le programme est là aussi pour permettre de rechercher des stratégies compensatoires. Alors, on fournit au départ une boîte à outils de stratégies à utiliser, et puis après, favorisé par les échanges entre les participants, chacun va pouvoir s'approprier les stratégies qu'on peut proposer et surtout profiter de ce programme pour les mettre en place au quotidien et pouvoir faire un feedback sur les stratégies qui sont efficaces, plus ou moins efficaces et qui sont plus ou moins adaptées à notre propre fonctionnement. Et puis on propose aussi des exercices à faire à domicile pour consolider et transférer les acquis aux activités quotidiennes et professionnelles. Donc voilà le programme qu'on propose. Donc il y a une première séance sur un petit peu générale de présentation sur les troubles cognitifs en lien avec le trouble bipolaire. 2 séances sur l'attention. C'est une sphère assez large puisqu'il existe différentes composantes intentionnelles. Donc on apporte de l'information sur le fonctionnement des différentes composantes de l'attention et puis on fait des exercices pour réentraîner ces différentes composantes attentionnelles. Ensuite, il y a 2 séances sur la mémoire, les stratégies mnésiques et puis l'utilisation d'aides externes. Et 2 séances sur les fonctions exécutives, notamment sur les capacités de planification, d'organisation, de gestion du temps et de résolution de problèmes. Une séance sur l'impact du stress sur le fonctionnement cognitif, 2 séances sur la communication et puis une séance de rappel, de synthèse du programme. Et 3 mois après la fin de ce programme, on propose une autre séance de rappel qui permet de voir si les stratégies qui ont pu être mises en place tout au long du programme ont pu se maintenir
un petit peu à distance et sans le soutien du groupe. Voilà, est-ce que ça a pu s'automatiser un petit peu dans le quotidien, la mise en place de ces stratégies, puis ça permet de faire une petite piqûre de rappel sur l'ensemble des outils qu'on avait pu proposer en séance. Alors, là, je vais vous présenter quelques exemples de matériel qu'on peut proposer pendant le groupe de remédiation. Ici, vous avez par exemple une illustration des différentes mémoires, parce qu'il n'existe pas une, mais des mémoires. Donc ce type de schéma d'illustration, ça permet de prendre conscience et de mieux visualiser où se situent les difficultés. Voilà, est-ce que j'ai des difficultés plutôt au niveau de la mémoire à court terme, plutôt au niveau de la mémoire à long terme, épisodique, donc de se rendre compte où se situent les difficultés, et puis de se rendre compte aussi qu'on a des capacités qui sont préservées et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour mettre en place des stratégies. Là, à gauche, vous avez un exemple d'exercice. Donc, c'est un exercice de barrage. Alors là, vous avez un petit échantillon. En réalité, il est un petit peu plus long. C'est un exercice de barrage qui permet de réentraîner les fonctions attentionnelles et notamment l'attention sélective. Donc, l'attention qui nous permet d'orienter le focus attentionnel sur des caractéristiques très précises d'une tâche. Donc ici, c'est un exercice assez classique de barrage où on doit donc porter notre attention sur les 5 et les hauts et les repérer et les barrer parmi un certain nombre de distracteurs. Et puis de l'autre côté, vous avez une image. Alors ce type de matériel, on peut l'utiliser dans différentes séances, à la fois pour faire le lien entre attention et mémoire, pour montrer que plus on porte attention sur l'information qu'on a à mémoriser, et mieux, plus facile sera la mémorisation de cette information. Et puis d'entraîner aussi les capacités de visualisation, d'attention visuelle. Et enfin, à la fin de chaque séance, on présente des diapos points clés pour faire un petit récapitulatif des messages, des principaux messages qui ont été abordés pendant la séance. Alors ici, vous avez une diaporama point clé de la séance sur les fonctions exécutives. Voilà, donc avec les principaux messages. Alors justement, si je devais vous donner quelques points clés à retenir de cette présentation, je dirais que voilà, les difficultés cognitives sont une réalité pour un assez grand nombre de patients, et ce, même en période de normothymie, et que ça a un impact assez important sur le fonctionnement psychosocial, d'où l'importance de prendre en charge les difficultés cognitives à travers notamment la remédiation cognitive qui à l'aide d'une stratégie de restauration des fonctions cognitives, de réentraînement des fonctions cognitives, et puis de mise en place de stratégies compensatoires, permet d'améliorer le fonctionnement cognitif et de diminuer l'impact sur le fonctionnement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathilde pour cet exposé très clair et très précis. Et je vous rappelle qu'une des portes d'entrée aussi, notamment envers ces groupes, sont les bilans qui sont effectués en centre expert, où il y a toute une partie du bilan qui explore les aspects neuropsychologiques. Et Mathilde participe justement à ces bilans d'évaluation dans les centres experts. Maintenant, je vais donner la parole au docteur Jocelyn Ouenou. Probablement que ce n'est pas la peine de vous le présenter, que vous le connaissez déjà. Pourquoi? C'est le docteur qui prend en photo votre cerveau et qui s'y intéresse depuis déjà de nombreuses années. Avec Jocelyn est un des grands experts internationaux sur le trouble bipolaire. C'est aussi un très bon pédagogue. Il y a des wagons d'étudiants dont j'ai fait partie qui ont envie de devenir comme lui et d'être un aussi bon psychiatre. Donc c'est à la fois un bon chercheur et à la fois un très bon psychiatre. Et Jocelyn va faire le lien avec ce qui vous a été présenté juste avant, à savoir quel peut être l'impact sur le cerveau, sur votre cerveau, de ces programmes de psychoéducation. Voilà, c'est à toi. Merci. Bon, on va passer tout de suite après une introduction dithyrambique. Alors, effectivement, je vais essayer de vous montrer ce qu'on sait, en tout cas, parce qu'on ne sait pas forcément grand-chose, mais sur comment est-ce que la psychoéducation pour le trouble bipolaire fonctionne et quel est son impact sur le cerveau. Qu'est-ce qu'on peut en voir? Parce qu'on peut voir en fait qu'une forme de thérapie non médicamenteuse en fait a un impact mesurable et observable assez facilement en fait sur l'anatomie et le fonctionnement du cerveau.
Alors très rapidement, je vais faire quelques très brefs rappels sur la psychoéducation, mais ça vous a déjà été un peu présenté. De façon générale, c'est un concept global qui est globalement né en Amérique du Nord dans les années 50, dans d'autres domaines, comme par exemple la prise en charge par le patient du diabète, par exemple. Et ça a déjà 50, 60 ans. On a déjà 50-60 ans d'expérience. Alors il y a plusieurs objectifs, en particulier, alors le premier objectif qui a été décrit, c'est d'améliorer la connaissance du sujet sur sa maladie, de l'inviter à détecter plus facilement et à comprendre plus facilement les premiers signes de rechute, et à pouvoir agir à ce moment-là pour réduire les risques de rechute. On est dans une session sur la prévention et le principal impact et intérêt qu'on peut mesurer cliniquement pour la psychoéducation, c'est la réduction des rechutes. Alors, dans la psychoéducation du trouble bipolaire, brièvement, il y a trois grandes dimensions qu'on vise. Il y a une dimension un peu pédagogique de connaissance, il y a une dimension psychologique et une dimension comportementale de gestion des émotions, des premiers symptômes, des relations interpersonnelles, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples, avant de vous montrer l'impact sur le cerveau, d'études qui montrent une très bonne efficacité de la psychoéducation, en tout cas pour réduire le risque de rechute du trouble bipolaire, et ce même à assez long terme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une thérapie qui est très intégrée dans les recommandations internationales, et que globalement, la très grande majorité des patients, dès qu'ils sont dans une phase stabilisée, devraient pouvoir bénéficier de la psychoéducation en complément des autres traitements comme le traitement médicamenteux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment intégré dans les recommandations internationales. Alors, il y a différents types de modalités. La modalité la plus classique, donc c'est en groupe avec une douzaine, 15, 20, en tout cas plus de 8 séances. Il y a des groupes de patients, mais il y a aussi des groupes de proches ou des groupes mixtes avec patients et proches, où à la fois il y a une individualisation des stratégies, mais où il y a beaucoup d'échanges et de partage d'expériences. Alors sur l'efficacité, donc comme disait Mathilde tout à l'heure, c'est une thérapie qui a été très développée par un groupe espagnol qui a fait des études à très long terme, c'est-à-dire qui a inclus des patients dans les groupes de psychoéducation. D'autres patients ont été inclus dans des groupes un peu moins spécifiques de support, d'entraide moins structurés. Ses collègues, après, ont suivi les patients pour voir combien de patients rechutaient dans chacun des deux groupes. Ça, c'est une des deux études que je vais vous présenter, où ils arrivent à montrer que les patients qui ont suivi la psychoéducation rechutent significativement et beaucoup moins. Donc c'est ceux en rouge, à 24 mois, dans cette étude, la moitié des patients avaient rechuté. Mais quand on regarde en gris, là, dans la même étude, 80 ou 90% des patients qui avaient suivi d'autres formes de thérapie de groupe, eux, avaient rechuté. On a des données à plus long terme encore. La psychoéducation faite à un instant T est encore efficace jusqu'à 5 ans après. Là, dans cette étude, on voit les différences en fait, de taux de rechute entre les patients ici en gris-noir là, qui ont suivi la psychoéducation. Et les patients en bleu qui, au fil du temps, ont quasiment tous rechuté. Et c'est pour tous les aspects de la rechute, que ce soit la manie, la dépression, l'hypomanie. La psychoéducation est efficace pour diminuer le risque de rechute. Alors la question qu'on peut se poser, c'est effectivement comment quelque chose comme ça peut marcher. Alors il y a des mécanismes un peu qu'on va appeler élémentaires qui sont visés directement, comme la conscience de la maladie, la meilleure gestion du traitement médicamenteux ou autre. Mais après, il y a des objectifs de second niveau qui sont induits indirectement par tout ce qui se passe en psychoéducation sur le contrôle du stress, le contrôle des émotions, limiter aussi l'abus toxique, en particulier d'alcool, prévenir un petit peu l'irrégularité dans les rythmes de vie. On en a rapidement parlé tout à l'heure avec l'importance d'une régularité des cycles veille-sommeil. Donc il y a différents types de mécanismes d'action qui concourent tous à diminuer le risque de rechute. Alors, on peut mesurer l'action comme ça d'une thérapie de 12 séances en groupe
sur le cerveau. En fait, c'est tout à fait faisable et on arrive à l'observer chez les patients. Alors, ça, c'est votre cerveau. Alors, si ça marche. Donc ça, c'est votre cerveau vu de côté. C'est comme ça. Voilà, donc on a l'avant ici, l'arrière ici, le haut et le bas. Le bas. Et donc, en fait, dans le trouble bipolaire, comme malgré tout, on a vu qu'il y avait des symptômes de nature cognitive sur la mémorisation, l'attention, etc. Mais les principaux symptômes sont de nature émotionnelle, que ce soit en phase maniaque, en phase dépressive, ou bien l'hyperréactivité émotionnelle entre les épisodes. Et donc, on s'intéresse effectivement beaucoup aux régions du cerveau qui sont impliquées dans le traitement des émotions. Donc, c'est des régions qui sont connues depuis assez longtemps grâce à différentes études, les études de neurochirurgie, les études d'imagerie fonctionnelle, d'imagerie anatomique. Alors, c'est des régions comme par exemple ici l'amygdale. Donc, c'est une toute petite région, là, la face en fait, interne du cerveau. Et qui est très impliquée dans l'identification très rapide des émotions et en fait qui s'active, on peut observer son activation en IRM fonctionnel par exemple très rapidement quand on vous présente quelque chose par exemple de menaçant ou une émotion, même quelque chose avec une émotion positive, ça s'active même avant que vous en ayez conscience, en quelques dizaines de millisecondes. Et sur le plan évolutionniste, en fait, tous les mammifères, par exemple, ont une amygdale qui a à peu près le même rôle. Et c'est interprété dans les théories évolutionnistes comme, en fait, vous avez besoin d'une structure dans votre cerveau qui est impliquée dans l'identification automatique et précoce des émotions. C'est nécessaire à la survie. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans la brousse il y a 20 000 ans, et que vous avez un stimulus menaçant en face de vous du type un lion qui arrive rapidement, alors vous avez deux stratégies. Vous pouvez essayer de faire d'utiliser vos fonctions cognitives. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, il y a quelque chose qui arrive, ça va vite, ça ressemble à un lion, tiens, ça n'a pas l'air sympa. Bon, bref, ça ne marche pas très très bien, vous êtes vite sélectionné. Et donc vous avez besoin de quelque chose dans votre cerveau qui va vous dire, avant que vous en ayez conscience, il faut fuir. Voilà, où il y a quelque chose de négatif avec une menace ou quelque chose de négatif dans mon environnement et vous donnez l'ordre de fuir avant même que vous-même vous ayez décidé de quoi que ce soit. Et c'est un peu ce qu'on observe avec l'amygdale. Alors après, il y a d'autres structures dans le cerveau, en particulier le cortex préfrontal, qui sont aussi très impliqués dans la régulation la plus volontaire des émotions. Parce que heureusement, on ne s'arrête pas à ça quand on a quelque chose de menaçant, sinon on partirait tout le temps. Je vais vous donner le même exemple au cinéma. Vous voyez le lion comme ça qui court comme ça au cinéma et normalement vous partez pas tous de la salle. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que dans un second temps, si on regarde en IRM fonctionnel, on va voir votre amygdale qui s'active fortement et tout ça, mais en fait son activation va être modulée, va être diminuée par d'autres régions dans le cerveau et en particulier tout ce cortex préfrontal qui est un peu plus spécifiquement humain et qui va permettre de remettre en contexte ce que vous avez observé, pour là, typiquement, vous dire que vous êtes dans une salle de cinéma et que, effectivement, ce n'est pas un stimulus, quelque chose qui est directement menaçant pour vous. Donc vous avez besoin d'avoir cette information que le cinéma, c'est comme ça, pour pouvoir un peu diminuer l'activité de l'amygdale. Alors, dans le trouble bipolaire, qu'est-ce qui se passe? Même en euthymie, tout à l'heure, le docteur Masson vous a parlé de l'hyperréactivité émotionnelle. Je reprends cet exemple du cinéma. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu. En tout cas, il y a certains patients qui le décrivent bien. C'est, je vois quelque chose de triste au cinéma. Bon, une scène triste, c'est triste, voilà. Mais alors, je suis le seul de la salle à pleurer. Voilà, il y a pas mal de patients qui racontent ça. Et après, quand je suis traité, je pleure plus, c'est quand même embêtant, etc. Donc cette hyperréactivité émotionnelle, on peut l'observer aussi, en tout cas, ces corrélats en imagerie fonctionnelle. En fait, si on vous présente quelque chose de triste, et donc si on regarde chez un patient, en fait, on arrive à voir en fait que l'amygdale en fait, va s'activer beaucoup plus que chez des sujets non atteints de troubles bipolaires, et qu'en plus cette hyperactivité de l'amygdale va s'emballer un petit peu de façon autonome parce que le cortex préfrontal, lui, là, ici en bleu, n'arrive plus à réguler cet emballement de l'amygdale, et aussi probablement qu'il y a des difficultés de communication entre les deux réseaux, et donc en fait on a du mal à réguler ces émotions dans le trouble bipolaire. Alors,
Je vais revenir à la psychoéducation. Et qu'est-ce qu'on peut observer du rôle de la psychoéducation sur le cerveau? Là, en fait, nous, on s'intéresse effectivement. Donc, là, j'ai tourné le cerveau à 180 degrés pour un peu voir si les fonctions cognitives de tout le monde étaient bien là. Donc là, c'est l'avant et l'arrière. Et donc, on va pouvoir observer un petit peu tout ça, l'amygdale, les connexions entre le préfrontal et l'amygdale. Et aussi, alors l'hippocampe, je ne vous en ai pas parlé, je vous en parle rapidement. L'hippocampe, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse grand public à propos, par exemple, de la maladie d'Alzheimer ou des processus de mémorisation. Mais en fait, mémorisation et émotion, c'est deux processus très fortement liés. En fait, on retient beaucoup mieux, ça on le sait tous, en fait on le vit tous, on retient beaucoup mieux une information si elle est prise dans un contexte émotionnel important. L'exemple que je donne souvent, c'est par exemple, alors maintenant ça a presque 20 ans, mais il y a de bonnes chances que beaucoup de vous se rappellent où vous étiez le 11 septembre 2001. Ce qui quand même, se rappeler où est-ce qu'on était il y a 20 ans, c'est assez particulier, alors que le 12 septembre, je suis sûr que vous ne savez pas où vous étiez. Ça montre, c'est un exemple assez simple pour montrer que mémorisation et émotion, c'est deux processus très liés. Donc, on peut observer aussi dans le trouble bipolaire une hyperactivité de l'hippocampe dans des traitements de nature émotionnelle. Alors, l'équipe du Centre Expert de Grenoble a mené un essai clinique de psychoéducation, en incluant des patients dans des groupes de psychoéducation ou dans des groupes de parole moins structurés, de façon vraiment randomisée, comme on pourrait le faire dans un essai, par exemple, médicamenteux. Vraiment, c'est un traitement dont on veut tester l'efficacité et l'impact sur le cerveau. Et cette équipe a fait donc une IRM avant la psychoéducation et une IRM après 12 semaines de psychoéducation. Et tout simplement, on compare le cerveau avant et après, que ce soit sur le plan anatomique ou fonctionnel. Et cette équipe a fait pareil pour les patients qui étaient inclus dans le groupe de parole non structuré, donc IRM avant et après, et on voit l'impact de la psychoéducation et du groupe de parole chez les patients. Alors déjà, sur le plan juste clinique, l'équipe du Centre Expert de Grenoble a pu mettre en évidence une efficacité. Alors là, ils n'ont pas regardé les rechutes, mais ils ont regardé en fait, est-ce que les patients qui avaient suivi le groupe de psychoéducation avaient une meilleure connaissance de la maladie, et puis aussi des meilleures stratégies pour résoudre certains problèmes de la vie quotidienne. Bon, ils montraient que les patients avaient bien intégré en fait les informations du groupe de psychoéducation. Et en fait, alors, donc, quand ils se sont mis à comparer en fait, les IRM avant et après, donc, des natures de tâches émotionnelles, ça c'est un petit exemple. En fait, vous voyez des sujets dans l'IRM en fait, avec différents stimulus émotionnels, différentes émotions sur leur visage. Et puis en plus, pour un petit peu compliquer la tâche, on vous écrit une émotion là sur le visage qui n'a pas forcément un lien avec le visage. Bref, chez les patients qui avaient suivi le groupe, qui sont bipolaires, en fait, ce qu'on observe en fait, avant la psychoéducation, c'est une hyperactivité, comme je disais tout à l'heure, de l'amygdale et de l'hippocampe, dans une tâche comme ça, ils sont dans l'IRM et on observe ça, et aussi une difficulté d'activation du cortex préfrontal. Donc ça, c'est des résultats un peu classiques qu'on peut retrouver dans le trouble bipolaire. Et ce qui était intéressant, c'est que seulement chez les patients qui avaient suivi le groupe de psychoéducation-là, ces anomalies-là étaient inversées après 12 semaines, après juste 12 séances. Les collègues ont pu observer qu'il y avait beaucoup moins d'hyperactivation de l'amygdale et de l'hippocampe, ces régions qui s'emballent un petit peu de façon autonome dans le trouble bipolaire, et une meilleure activation du cortex préfrontal. Ces collègues ont pu aussi observer même un effet de la psychoéducation sur l'anatomie du cerveau. Donc le cerveau, c'est quand même quelque chose d'assez plastique, parce qu'en 12 semaines, avec une intervention comme ça en psychoéducation, observer une modification sur l'anatomie du cerveau, ça montre que l'impact de la psychoéducation est quand même assez puissant pour pouvoir observer comme ça des choses. Et en fait, quand on regarde, en fait, on a des mesures de l'intégrité un petit peu de cette connexion entre le préfrontal et l'amygdale. En fait, les collègues ont pu observer une amélioration en fait, de l'intégrité de ces faisceaux qui reliaient l'amygdale et le préfrontal, uniquement pareil dans le groupe qui avait suivi la psychoéducation et pas dans le groupe qui avait suivi le groupe de thérapie le groupe de parole non structurée.
Alors, comment ça marche? Alors, c'est un peu difficile de savoir en 12 séances, là, comme ça, comment est-ce qu'on peut observer de telles modifications sur l'anatomie et le fonctionnement du cerveau. Alors, on peut avoir plusieurs pistes. Il y a la piste peut-être de la meilleure observance du traitement, d'une meilleure prise du traitement. En particulier, ça a déjà été montré dans la littérature, par exemple pour le lithium. Ça permet d'améliorer un petit peu l'observance. Alors c'est une des pistes. Ça ne fonctionne pas sur la psychoéducation classique, ça ne fonctionne pas sur tout. Hein, comme ça prévient bien les rechutes, ça aide à prévenir les rechutes du trouble bipolaire, mais sur le fonctionnement et sur les fonctions cognitives, la psychoéducation classique montre là un petit peu ses limites, et c'est pour ça aussi qu'ont été développés les programmes dont vous a parlé Mathilde Carminati de remédiation cognitive pour agir là plus sur d'autres symptômes qui sont les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jocelyn. Vous voyez, on a balayé un peu l'ensemble des symptômes résiduels qu'on pouvait avoir, puis un programme de remédiation cognitive, notamment pour essayer de traiter ces déficits cognitifs qui peuvent apparaître et persister pendant les phases de rémission. Et enfin, comment ces programmes-là peuvent directement modifier notre fonctionnement cérébral.